Salut à tous, c'est Maxime de Papa Girafe et aujourd'hui on va parler ensemble des tâches de fond en programmation. Alors peut-être que vous avez entendu parler du terme anglais des threads ou des fils d'exécution, des tâches secondaires, des tâches en arrière-plan. Il y a plein de noms différents sur plein de technos différentes parce que ce qu'on va voir aujourd'hui c'est indépendant de la plateforme sur laquelle vous travaillez. En programmation, c'est très courant d'avoir besoin de lancer des tâches en arrière-plan et le but de cette vidéo c'est de vous expliquer pourquoi c'est nécessaire et comment on s'en sert dans les grandes lignes. Vous compreniez le principe indépendamment de la plateforme. Comme ça ensuite, une fois que vous aurez compris pourquoi on le fait et comment ça fonctionne, vous serez capable de beaucoup mieux l'appliquer dans la plateforme sur laquelle vous travaillez. Que vous fassiez du Swift, du Dart, du C++, du Java, peu importe la plateforme sur laquelle vous travaillez, le principe est le même. Donc on va commencer dès maintenant avec la vidéo et on se revoit juste après pour faire un point. Avant de rentrer dans les détails techniques sur la gestion du travail des tâches asynchrones, on va parler du principe des tâches asynchrones. Qu'est-ce que c'est qu'une tâche asynchrone? Pourquoi on en a besoin? Et ce que l'on va voir là, c'est indépendant du langage ou de la plateforme, du système sur lequel vous travaillez. On a tout le temps le même problème, c'est-à-dire qu'on a des tâches qui vont s'enchaîner, certaines tâches prennent beaucoup de temps, et votre processeur, en théorie, ne peut faire qu'une seule chose à la fois. Donc quand il est occupé à faire ces tâches-là, votre application devient bloquée, devient lente, parce que l'utilisateur, s'il continue à faire des actions, il va devoir attendre avant de voir des résultats. Et ça ne lui plaira pas. Donc on va essayer de comprendre comment ça marche et comment on peut contourner ces problèmes-là. Ici, j'ai dessiné une frise de temps. Imaginez que l'utilisateur touche l'écran, un bouton par exemple, et vous associez ce bouton-là à une instruction qui prend un certain temps. Quand je parle d'une instruction, je parle de certaines lignes de code qui vont s'exécuter. Peut-être que cette instruction, à la fin, elle va appeler une autre fonction qui est remplie de plusieurs instructions, qui prend autant de temps finalement que la première. Peut-être que la fonction 1, une fois qu'elle a terminé, elle appelle une autre fonction qui, elle, est plus longue, qui dure plus longtemps. Donc vous voyez la frise de temps entre le moment où on a touché, il se passe plein de choses que l'utilisateur peut peut-être voir, il va voir des textes changés, il va voir des choses qui se passent, et pendant ce temps, le processeur est utilisé. Une fois que la fonction 2 est terminée, on a un petit temps de répit, il n'y a plus rien qui se passe tant que l'utilisateur est en train peut-être de lire ce qui se passe à l'écran, puis il retouche l'écran, et on a à nouveau une instruction qui s'exécute, puis une autre fonction qui est appelée, etc. Donc vous voyez qu'à chaque fois que l'utilisateur touche l'écran, il se passe des choses, le processeur va traiter votre demande et faire finalement les lignes de code les unes après les autres. Certaines sont plus longues que d'autres, certaines fonctions prennent plus de temps parce qu'elles ont plus de lignes peut-être, ou des lignes plus complexes. Cette frise de temps, on appelle ça le fil d'exécution principal, le main thread en anglais. Ce fil d'exécution principal, il est important de le garder réactif. Avoir des fonctions longues comme c'est le cas ici, ça peut poser problème. Dans quel cas ça va poser problème? Imaginez que l'utilisateur, il touche un petit peu plus tôt l'écran que ce qu'il avait fait tout à l'heure. C'est-à-dire qu'il appuie une première fois, et pendant que vous traitez sa première demande, vous êtes encore en train de la traiter, il a déjà réappuyé sur le bouton, sur un autre bouton peut-être de l'écran, et il s'attend à avoir un résultat. Qu'est-ce qui va se passer? Cette instruction 1, il ne pourra pas l'exécuter maintenant, puisque le processeur il est encore occupé sur la fonction 2. Il va essayer de le rapprocher le plus possible, mais au bout d'un moment, il va devoir s'arrêter. Et entre le moment où l'utilisateur touche l'écran et le moment où il voit vraiment les choses se passer, il se passe un certain temps. C'est ce qu'on appelle un lag. Pour l'utilisateur, c'est lent. Il a l'impression que ça ne marche pas, il appuie, il ne se passe rien et ça se passe un petit peu après. Alors ici, je n'ai pas mis d'échelle. Je ne sais pas si on parle d'un quart de seconde, d'une seconde, de 5 secondes, j'en sais rien. Mais le principe, c'est ça. Si vous avez votre fil d'exécution principal qui est déjà occupé, qui est saturé, les événements ne peuvent pas être traités instantanément. Lorsqu'il va toucher l'écran, cliquer sur un bouton, peu importe l'appareil sur lequel vous êtes. Encore une fois, je ne parle pas d'une plateforme en particulier, c'est le même problème sur toutes les plateformes. Et c'est pour ça que l'on crée ce qu'on appelle des fils d'exécution secondaires, des threads secondaires, des workers threads. Ces fils d'exécution secondaires, ils vont vous permettre de déléguer certaines tâches qui sont peut-être moins importantes pour libérer votre thread principal. Imaginez que cette fonction 2, elle soit lente, mais elles ne sont pas urgentes. Vous n'avez pas besoin de l'avoir tout de suite. Vous avez besoin d'avoir tout de suite son résultat. Et vous pouvez la programmer directement sur le thread secondaire. Ça aura pour effet de libérer votre thread principal plus tôt. Et donc, dès que l'utilisateur va retoucher l'écran, il y a plus de chances que vous soyez déjà libre, prêt à réagir à sa nouvelle instruction. Vous allez me dire, mais le processeur, on a dit qu'il pouvait faire qu'une seule chose à la fois. Oui, c'est vrai, le processeur peut faire qu'une chose à la fois. Mais lorsque vous avez plusieurs fils d'exécution, le système va pouvoir jouer sur des caractéristiques physiques des processeurs pour donner soit une illusion de parallélisme, faire croire à l'utilisateur que le processeur fait plusieurs choses à la fois en le faisant basculer entre plusieurs tâches en alternant, ou alors, et c'est le cas de plus en plus, lorsque vous avez un processeur qui a plusieurs cœurs, eh bien, chaque cœur peut faire du travail en parallèle.
Donc lorsque vous avez un appareil puissant qui a 2, 3, 4, 10 cœurs, j'en sais rien, tout dépend du type de processeur que vous avez dans votre machine, eh bien vous allez pouvoir créer plusieurs fils d'exécution secondaires qui vont faire des tâches en arrière-plan, tout en gardant votre fil d'exécution principal libre. Et là, on a vraiment du parallélisme. Si vous êtes sur un appareil qui n'a qu'un seul cœur, c'est le système qui va gérer ça. Il va donner une illusion de parallélisme en faisant alterner le travail sur le cœur numéro 1, sur le seul cœur qu'il y a, et il va faire un petit peu de celui-là, puis un peu de celui-là, un peu de celui-là. Il va donner la priorité bien sûr à celui-ci. Peut-être il va faire ça, et puis dès qu'il y a un événement, il va mettre en pause ce travail-là, puis reprendre ceci. Et dès qu'on arrive à la fin de la fonction 1, il voit que le thread principal est libre, qu'il ne fait rien, donc il redonne le processeur à celui-ci pour qu'il puisse terminer sa fonction 2. Je ne sais pas comment il va travailler, c'est le système qui le gère. Mais vous, en tant que développeur, vous devez faire en sorte de programmer les tâches secondaires sur les threads secondaires pour ne pas obstruer votre thread principal. Ça y est, j'espère que vous avez mieux compris les notions de tâches asynchrones en programmation. Si c'est le cas, dites-moi-le avec un pouce ou un commentaire. Et si vous voulez aller plus loin, rendez-vous sur papelgiraffe.fr. Happy coding!